Il y a un peu plus de confrères, le sujet est important, mais bon, on va... Donc nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d'oncologie médicale et chef du service oncologie au centre Pierre-Marie Curie, CPMC. Monsieur Ben Bouzid, bonjour et bienvenue chez nous. Bouzid, oui. Ben Bouzid, c'est un ministre. Oui, c'est le ministre. Donc le mois d'octobre, mois rose, mois de sensibilisation. Nous allons débattre avec M. Bouzid de cancer, de sa prise en charge, du coût de la thérapie, du plan anti-cancer, du cancer de l'enfant, de la rupture des médicaments, des conséquences de la Covid-19 sur les prises en charge du cancer. Nous allons aussi parler du registre national du cancer. Justement, sur ce point, M. Bouzid, est-ce que ce registre nous permet aujourd'hui d'avoir un chiffre réel du nombre des malades atteints de cancer en Algérie? Oui, en fait, il faut savoir que depuis 2015, depuis 87, le premier registre était à Oran. Ensuite, il y a eu des registres à Sétif, à Alger. Depuis 2015, il y a ce qu'on appelle le réseau national des registres du cancer, qui est coordonné par le professeur Hamdi Cherif de Sétif. Et on a une approximation précise du nombre de nouveaux cancers. Donc cette année, on va, je pense, être à 65 000 nouveaux cas, dont 15 000 vont être des cancers du sein, avec évidemment une majorité de femmes, mais il y a quand même 1% de cancer, c'est-à-dire de cancer du sein chez l'homme. Ça, il faut le savoir. Et cet outil est très important pour permettre de planifier les soins, de voir où est-ce qu'on peut installer des centres de lutte contre le cancer, à proximité des zones géographiques et couvrir les territoires. Donc ce registre, vraiment, ce réseau national est vraiment quelque chose de très important et il est basé à l'Institut national de santé publique. Et on a combien de wilayas dans le registre actuellement? On doit approcher d'une trentaine, y compris d'ailleurs dans le sud, à Adrar, à Ouargla, à El Oued, à Béchar. Donc ça couvre à peu près 80% de la population. Bien. 65 000 nouveaux cas, c'est important, M. Bouzid. Oui. Pourquoi une augmentation pareille? Quelles sont les raisons? J'en ai parlé avec vos directeurs tout à l'heure. Il y a il y a le tabac, bien sûr, l'alcool. Il y a une occidentalisation de l'alimentation, puisqu'on était sur une alimentation de type méditerranéen, et que depuis le début des années 70, l'embellie financière, l'augmentation du pouvoir d'achat, etc., on mange de plus en plus de viande rouge. La viande rouge est cancérigène, est déclarée cancérigène par l'OMS depuis 2014. Et donc le conseil qu'on peut donner, c'est au maximum 100 grammes de viande rouge par semaine. Deuxième facteur, troisième facteur plutôt, l'obésité, qui n'est pas un signe de bonne santé, mais qui fait le lit du cancer, notamment par le facteur de croissance de l'insuline. Vous avez le diabète et vous avez un facteur important en Algérie, c'est les conséquences des essais nucléaires français faits dans le sud. Et même 60 ans après, on voit des cancers qui apparaissent dans les populations que les Français appelaient du Batouat et du Gouara, c'est-à-dire Timimoun, Adrar, Regan, Bojbeji, Mokhtar, etc. Donc c'est des conséquences sur les cancers, c'est des conséquences sur les malformations de l'enfant, notamment la surdité, notamment les conséquences sur la fécondité des hommes et des femmes et la stérilité, et ces conséquences n'ont pas été dédommagées par la France, contrairement à ce que la France a fait en Polynésie française. Donc ces essais nucléaires, on peut les considérer comme des crimes contre l'humanité, parce que leur incidence, jusqu'à maintenant, continue à se faire ressentir sur les populations, notamment du sud-ouest algérien. Très bien. On va entrer dans le vif du sujet.
M. Bouzid, vous avez à maintes reprises alerté sur la rupture des médicaments pour le traitement des cancers, notamment celui des enfants. Qu'en est-il réellement? Qu'en est-il aujourd'hui? À ce jour, ce n'est pas encore réglé. Je suis à une déclaration du ministre de l'Industrie pharmaceutique et de Mme Wakti, la directrice générale de la PCH, qui m'a appelé jeudi dernier pour me dire que les 3 médicaments que j'avais évoqués vont rentrer de manière imminente. C'est-à-dire... On a parlé du 29 septembre. C'est ça. Oui. Pour le moment, on ne les a pas encore vus. Donc c'est la vincristine, l'asparaginase et le méthotrexate. L'anomalie, c'est que c'est des médicaments qui sont anciens, qui ne coûtent pas cher du tout. Et pourquoi j'ai tiré la sonnette d'alarme? Parce que ces médicaments permettent de guérir les enfants atteints de cancer, notamment les lymphomes, les leucémies, qui sont les cancers les plus fréquents chez l'enfant. Alors, il n'y a pas que moi qui ai tiré la sonnette d'alarme, il y a aussi ma collègue, le professeur Boudiaf, chef de service d'oncologie pédiatrique. Donc, il y a eu, ou il y aurait eu, je parle au conditionnel, une réunion la semaine dernière avec des experts oncologues, hématologues, pédiatres, et le ministre a promis que ça serait réglé au maximum d'ici au 10 octobre. Espérons que c'est vrai. Et puis, cela dit, il faut souligner le problème des médicaments innovants qu'on utilise essentiellement chez l'adulte. Ces médicaments innovants qui ont été enregistrés en 2018, à ce jour, ne sont pas accessibles aux malades algériens et ça représente une perte de chance très nette de survivre ou de guérir pour les adultes algériens atteints de cancer. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne veut pas faire entrer ces médicaments innovants? L'un des ministres, parce que maintenant on en a 4 des ministres, hein. On a celui de la santé, celui de la réforme hospitalière, l'agence de sécurité sanitaire et le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc l'un de ces ministres a expliqué que ça coûtait trop cher et il l'a dit une seule fois. Et puis après on ne sait pas. On ne sait pas. J'ai interpellé à plusieurs reprises les autorités sur ce problème. On a même, avec les sociétés scientifiques savantes, prévu de faire une lettre au président de la République, une lettre ouverte, pour soulever ce problème, qu'on nous explique ce qui se passe. Parce que je vous prends le ministère de l'Industrie pharmaceutique, il a été installé en septembre 2020, on est en octobre 2021, à ce jour, on est toujours en rupture et jamais on a connu de rupture comme ça, et ils nous expliquent qu'on fait des textes, ils font des textes. Ce n'est pas avec les textes qu'on soigne les malades, c'est avec des médicaments. Donc ce qu'il faut assurer, c'est la disponibilité de ces médicaments. De plus, en ce qui concerne les médicaments innovants, je vous parlais de la France, sur votre respect, hachakoum en arabe, on a appliqué le système français pour s'approvisionner, c'est-à-dire marché public, avis d'appel d'offres, et c'est soi-disant pour lutter contre la corruption. Quand on voit les chiffres qui sortent dans la presse sur la corruption, notamment ces 20 dernières années, on a froid dans le dos. Donc les marchés publics, c'est pas la meilleure façon. De plus, pour les médicaments innovants, il y a un seul producteur. Ils ne sont pas tombés dans le domaine public, il n'y a ni générique ni copie. Donc cette histoire de marché public, il vaut mieux revenir, comme disait un ex-premier ministre, au marché de gré à gré. Et puis, assurer un contrôle, ne pas copier la France sur votre respect, copier l'Allemagne, les pays scandinaves, le Japon, etc. Et puis surtout faire de la production locale, comme le font l'Inde et la Chine. Je vous rappelle que l'Inde et la Chine sont les fournisseurs de 90% des matières premières utilisées dans les médicaments, y compris en Europe et aux États-Unis. Il y a combien de malades qui sont actuellement en attente par manque de traitement? Oh, il y a facilement une vingtaine de milliers, entre anciens malades et nouveaux. Oui. En attente de thérapeutiques innovantes, parce qu'il y a des indications de ces thérapeutiques innovantes où il n'y a pas d'autre solution que ces thérapeutiques innovantes. Je vous donne par exemple le cancer du rein métastatique, le mélanome qui est une tumeur cutanée très très agressive, certains cancers du poumon, tout cela nécessite ces thérapeutiques et ils permettent d'augmenter la survie de ces patients de manière très, très importante. Un cancer du rein, en 2006, avant l'introduction de ces thérapeutiques innovantes, survivait au diagnostic 3 mois.
6 semaines à 3 mois. Avec ces nouvelles thérapeutiques, ils survivent 15 ans et plus, même quand ils sont métastatiques. Bien. On dit d'un côté, on dit que c'est cher, mais en même temps, on a clôturé le fonds réservé au cancer. On l'a clôturé en 2021. Oui. Est-ce que ce fonds a servi déjà? Non, il n'a jamais servi depuis 2013. Le professeur Zitouni en a parlé. Et initialement, dans l'arrêté de 2013 qui instituait le fonds, pourvu à partir des recettes liées au tabac, à l'alcool, et puis au téléphone mobile. Les boissons sucrées aussi. Les boissons sucrées. Voilà. Initialement, il devait servir à faire un soutien au diagnostic, donc au diagnostic anatomopathologique, à l'entretien des appareils de radiothérapie. Et au départ, il n'était pas question de l'utiliser pour acheter des médicaments. Il y a eu un additif en 2018, justement pour le consacrer aux thérapeutiques innovantes. À ce jour, ça n'a pas été appliqué. Alors, je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'il représente, mais vous devez le savoir, puis ça a été publié. On ne l'a jamais utilisé pour ce à quoi il était destiné. Et l'argent qui a été collecté, il est parti au Trésor public? Il est reparti au Trésor public, oui. Ça fait depuis 2013, donc ça fait 8 ans maintenant, qu'il n'a pas été utilisé à bon escient. Il n'existe plus ce fonds aujourd'hui? Ce fonds, non. Il a été clôturé, je crois... 2021, la loi de finances à 2021. 2021, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de mes collègues autour de la rupture des médicaments? Non. Bien. Concernant il y a actuellement, bon, le plan anti-cancer 2019, ça y est, c'est la fin. Il y a actuellement une réflexion pour une nouvelle feuille de route. Est-ce que vous participez Oui. Et qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau par rapport au plan consolider les acquis du premier plan de cancer, qui a été, quel que soit ce qu'on dise, un succès, au moins dans 70% des objectifs qui lui étaient assignés. Continuer ce qu'on a fait en termes de sensibilisation aussi bien des soignants que de la population, et mettre l'accent sur la radiothérapie. Alors ce qui est de nouveau, c'est que maintenant il y a un secteur privé important en radiothérapie dans les grandes villes du pays, donc à Oran, à Constantine, à Annaba, à Alger, à Blida. Le problème, c'est que ces centres, ils ont des conventions avec certaines structures, entre autres la Sonatrach, la DGSN, la Sonelgaz, les enseignants. Ça gagnerait, la Caisse Sécurité Sociale gagnerait à les rembourser, parce que le coût des traitements en radiothérapie, c'est entre 600 000 et 800 000 dinars. Ce n'est pas à la portée de la majorité des Algériens. Et ça, c'est une demande réitérée. On n'a pas compris à ce jour pourquoi la CNAS finance les soins à l'étranger pour certains et qu'il paye rubis-sur-ongle des centres en France, en Belgique, privés, et ne finance pas les centres privés algériens. Et quelle explication on donne non. Je ne sais pas, ça fait 10 ans que je me bats sur ce point, et on n'a pas compris. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a des réunions et que je suis prévu, les gens de la CNAS se défaussent soigneusement. D'accord. Des questions? Or, la CNAS est financée par nos cotisations qui sont prélevées à la source sur nos salaires, et on ne comprend pas cette attitude. Et je ne comprends pas pourquoi on finance des centres privés français et qu'on ne finance pas les centres privés algériens. Voilà. Des questions? Non. Est-ce que la pandémie de la Covid a contribué à aggraver quelque peu le... Oui. Très nettement. De quelle manière? La pandémie a impacté lourdement la prise en charge des malades atteints de cancer, non seulement en Algérie, mais dans le monde entier, notamment pour les actes chirurgicaux, puisque plusieurs unités de chirurgie en Algérie et ailleurs ont été transformées en unités Covid. Je vous donne un seul exemple, c'est le service d'orthopédie de l'hôpital Mustapha, qui est resté Covid pendant 18 mois. Or, on a des enfants qui ont des tumeurs osseuses, oui,
qui auraient dû être opérés en temps et en heure et pour lesquels on était obligé soit de décaler les interventions avec une perte de chance, soit de les confier au secteur privé quand les parents avaient les moyens. Et d'autres cas sont décrits à l'échelle du pays. Cette pandémie de Covid a impacté lourdement le diagnostic précoce, le dépistage, puisqu'on avait des campagnes de dépistage du cancer du sein, notamment à Biskra, et du cancer colorectal à Béjaïa, qu'on a été obligé de suspendre avec cette histoire de Covid. Bon, on peut espérer qu'avec la vaccination, on évitera la quatrième crue qui était prévue en octobre-novembre, Inch'Allah, et puis bon, après il faudra vivre avec ce Covid, puisqu'il n'a pas montré toutes ces facettes. Et quelle est la prise en charge des personnes atteintes de cancer qui ont le Covid? Est-ce que il y a eu beaucoup? Au CPMC, dans le service que je dirige, on a dû hospitaliser une trentaine de malades atteints de cancer et de Covid. On a eu malheureusement 2 décès dus au Covid par des complications respiratoires. Les autres ont été traités par le protocole de l'époque, c'est-à-dire azithromycine, hydroxychloroquine, corticoïdes et anticoagulants, et s'en sont tirés sans trop de dommages. Bien. Mes confrères, il n'y a pas de questions? Non. Oui. Professeur Bouzid, le mois d'octobre, mois dédié sensibilisation contre le cancer du sein. Professeur, chaque année, on ne parle du cancer que le mois d'octobre, le cancer du sein. C'est pas normal. Oui. Et lorsqu'on parle, on sensibilise et on appelle les femmes à se faire dépister. Alors, faire une mammographie chaque 2 ans. Professeur, chez le privé, cette mammographie coûte très cher et chez le public, les appareils sont pas mal, les mammographes. Une réaction? Bon, octobre, parce qu'on se souvient toujours d'octobre rose pour le cancer du sein, mais il y a un mois pour chaque cancer. Il y a le mois de mars pour le cancer colorectal, il me semble le mois de septembre pour le cancer de la prostate, et tous les cancers ont un mois coloré. Pour le colorectal, il me semble que c'est bleu, pour la prostate, il me semble que c'est vert. Et en principe, la sensibilisation, l'information doit être pratiquée toute l'année. Et pas seulement au mois d'octobre. Parce qu'il est évident, quand on a un peu de jugeote, que le cancer, on peut l'avoir n'importe quand dans l'année. Dans le secteur privé, effectivement, c'est autour de 6 000 dinars pour une mammographie des 2 seins et une échographie. Et malheureusement, ça n'est pas à la portée de toutes les femmes. D'autant qu'elles sont souvent dépendantes économiquement, soit de leurs parents, soit de leurs conjoints, et que c'est une dépense incompressible. La question du public et du privé se pose. On peut se poser la question aussi, pourquoi en radiothérapie, les rendez-vous au CPMC sont à juin 2022, alors que dans le secteur privé, demain matin, vous allez dans n'importe quelle clinique, ils vous prennent immédiatement. Donc la question se pose, cette différence entre public et privé. Je ne sais pas à quoi c'est dû. J'espère que ce n'est pas pour des motifs mercantiles, mais malheureusement, on est tenté de le croire. Et c'est valable partout en Algérie, que ce soit à Constantine, à Annaba, à Oran, à Berabès. Le secteur public est totalement défaillant. Et le coût des traitements en radiothérapie, j'ai dit tout à l'heure, c'est entre 600 000 et 800 000 dinars. Le coût des traitements en oncologie médicale, donc qui comprend la chimiothérapie, certaines thérapies ciblées, j'ai eu le chiffre hier, pour une famille, pour une femme qui se faisait traiter dans le secteur privé, c'est 300 000 dinars par cure. Il faut 12 cures. Regardez ce que ça fait. Ça vous emmène facilement à un demi-milliard de centimes, dont ne disposent pas nos concitoyens. Et donc, je repose la question, pourquoi la CNAS ne rembourse pas les soins qui sont
privées. Et pourquoi elle n'aide pas le ministère de la Santé, en tout cas pour les patients assurés sociaux, dans ce cadre? Donc la question reste posée. Par rapport aux ruptures des médicaments, quelles sont selon vous les solutions qu'il faut ramener pour mettre fin à cette... Il faut revoir entièrement le circuit d'approvisionnement. Je répète, on a copié la France avec tous ses défauts. Or, il y a d'autres moyens d'avoir des médicaments. C'est de les acheter directement chez les producteurs qui sont l'Inde et la Chine, et puis de prendre des dispositions. Ça fait... La première fois que j'ai évoqué ce problème, c'était en 2011. À l'époque du ministre Ould Abbas, il avait réglé le problème en une semaine. Oui. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher par ailleurs. Je me souviens, c'était le 5 ou le 4 septembre. Le 11 septembre, on avait reçu tout ce qu'on avait demandé. Et là, ça dure depuis 1 an, 2 ans? Ça fait 1 an maintenant, depuis qu'il y a ce nouveau ministère de l'Industrie pharmaceutique. Je répète, on copie la France pour s'approvisionner en médicaments, ce n'est pas le meilleur modèle. Et donc il faut complètement revoir ce système d'approvisionnement en médicaments. L'arrière-pensée de ceux qui nous dirigent, c'est que tous les médecins travaillent pour les laboratoires. Si c'était vrai, j'aurais une cravate. J'ai jamais eu de cravate. Donc l'arrière-pensée, c'est que les laboratoires, je dis laboratoires exprès, hein, parce que ceux qui fantasment, c'est comme ça qu'ils parlent. Les laboratoires. Donc l'arrière-pensée, c'est que les laboratoires nous achètent, nous corrompent et tout. Et les corrompus, ce n'est pas les médecins, c'est encore moins les infirmiers. Les corrompus, ils sont à chercher parmi ceux qui ont drainé des milliards de dollars pendant 20 ans. Et tout. Ou qui sont maintenant à l'étranger, entre autres à Dubaï, entre autres aux Émirats arabes. Il faut revoir la gestion aussi, la gestion absolument. Du taux. Oui, absolument. Il faut revoir le système de santé globalement aussi. Oui, oui. Alors il y a un débat actuel qui se fait sur le système de santé. La part qui revient aux médicaments doit être revue de fond en comble. Bien. Des questions? Oui, oui, vas-y. Professeur, vous êtes président de la Société algérienne d'oncologie. Dites-nous, professeur, est-ce que vous rencontrez le ministère de la Santé? Est-ce qu'il y a des réunions qui se tiennent pour discuter de la situation des malades atteints de cancer? Pourquoi? Parce que, monsieur professeur Kamel-Bouzid, lorsqu'on se déplace au ministère de la Santé, on pose pratiquement les mêmes questions. On a l'impression que nos malades sont très bien pris en charge. Non, ça fait déjà un moment qu'on ne m'invite plus au ministère de la Santé, pour des raisons évidentes, compte tenu de mes déclarations, notamment à la presse et sur les réseaux sociaux. Donc ça fait un moment que je ne suis pas invité. Et qui c'est qui parle au nom des malades cancéreux? Qui c'est qui... Il y a d'autres oncologues, il y a des hématologues, il y a des oncologues pédiatres qu'on a définis comme experts. Et puis c'est eux qui prennent le parti d'expliquer que leurs malades sont bien traités, ce qui est faux, puisque nous on le constate tous les jours que c'est absolument pas le cas. Vous qualifiez même de scandaleux ce qui arrive actuellement par rapport à la rupture du médicament et, oui. Et des malades qui se retrouvent face à une rupture du médicament et qui meurent parce qu'il y a un manque de médicaments. Oui. Parlez-nous des enfants atteints de cancer. Les enfants, il y a à peu près, sur les 65 000 nouveaux cas, il y a entre 1500 et 2000 nouveaux cas de cancer pédiatrique. Le service que je dirige, on a défini une unité d'oncologie pédiatrique qui est face à mon bureau, donc ces enfants, je les vois tous les jours, oui. Sans les cheveux, en train de vomir, etc. etc. Et surtout, je fais face à la détresse des parents, pour leur expliquer que... Alors, il y a un autre service qui est au CHU Mustapha, il y a un centre d'oncologie pédiatrique à Misserguine, le centre Émir Abdelkader, donc à Oran, et il y a un service d'oncologie pédiatrique à Annaba et à Batna, qui est nouveau. En théorie, ça devrait suffire pour prendre les 1500 à 2000 patients atteints de cancer, mais pour le moment, à cause de ces ruptures itératives en médicaments, on fait face à une situation désespérante.
Alors, quand les ministères, ils n'ont pas les enfants en face d'eux. Moi, ils sont en face de mon bureau. Ils sont au niveau de mon bureau. L'unité d'oncologie pédiatrique est juste en face. Donc, je vois toute la détresse de ces gens. Si les gens des ministères, quand je dis des ministères, ce n'est pas nécessairement que les ministres. Il y a les directeurs centraux et tout, avaient ces enfants en face d'eux, ou avaient des enfants malades, je pense qu'ils changeraient de point de vue. Très bien. Bien, est-ce qu'il y a autre... Oui. Pas de questions? Oui, vas-y. Professeur, quelle est devant l'augmentation du nombre de cancers, de cas de cancer chez l'enfant, aujourd'hui, certains experts en fait proposent un plan anti-cancer dédié à l'enfant. Que pensez-vous? Oui, c'est une bonne idée, pour une raison très simple, c'est que je répète, les cancers de l'enfant guérissent. Guérissent dans une proportion qu'on peut estimer entre 80 et 90% des cas. Donc un plan destiné juste à l'oncologie pédiatrique serait très utile. Et il est possible qu'on fasse le plan 2021-2025 en consacrant tout un chapitre au cancer de l'enfant. Est-ce que, par rapport à la Covid, par rapport à d'autres maladies, est-ce qu'on ne risque pas l'apparition de nouvelles pathologies cancéreuses? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore parce que vous avez la Covid, vous avez vu comment ça a commencé. On a découvert pratiquement tous les jours des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Dieu merci, on a pu y faire face avec le vaccin, mais rien ne dit que ça ne va pas induire d'autres pathologies. Je vous rappelle que l'un des cancers les plus fréquents en Algérie est dû à un virus. Vous avez le cancer du CAVAM qui est dû au virus d'Epstein-Barr et vous avez le cancer du col de l'utérus qui est dû à l'humain papillomavirus. Donc le Covid, on ne sait pas. Donc il va falloir être vigilant pour être sûr qu'il n'y aura pas de cancer induit par ce virus. Pour le moment, ça n'a pas été décrit, notamment en Chine, d'où est parti le virus, mais on ne sait pas comment ça va se développer. Ce virus, ce Covid, est quelque chose de très imprévisible. Bon, on verra. Et surtout qui a touché toute la planète, qui a modifié de fond en comble tous les paramètres qu'on utilisait jusqu'à maintenant en médecine. Puisque vous avez même des îles, ça j'ai vérifié, qui en principe étaient protégées, qui ont eu des nombres de cas faramineux, entre autres l'Islande, la Nouvelle-Zélande, etc. Alors que leur isolement aurait permis de penser que la Covid n'allait pas les affecter. Et par rapport à l'incidence du cancer, quels sont les cancers les plus répandus chez nous? Chez la femme, donc, c'est le cancer du sein, suivi des cancers de l'ovaire, du col de l'utérus, du côlon et du rectum. Et puis un cancer particulier chez la femme en Algérie, c'est le cancer de la vésicule biliaire, qui survient généralement sur des vésicules biliaires qui sont malades, elles ont des calculs, et le calcul provoque une inflammation, et c'est un cancer très, très agressif. Chez l'homme, le premier cancer maintenant, c'est le cancer colorectal, suivi du cancer du poumon, suivi des lymphomes, et du cancer de la prostate, du cancer de la vessie. Chez l'enfant, c'est essentiellement les tumeurs cérébrales, les lymphomes qui sont des tumeurs des ganglions et les leucémies qui sont des tumeurs liquides, qu'on appelle liquides parce qu'elles affectent le sang. Bien. S'il n'y a plus de questions, je ne sais pas, vous avez un dernier mot, vous avez un coup de gueule, vous avez... oui. Non, je crois que j'ai exprimé un peu tout ce que je devais dire. Oui. J'espère que les choses vont s'améliorer, Inch'Allah. Donc vous êtes optimiste par rapport aux médicaments qui sont en rupture actuellement? Si on se fait aux déclarations du ministre, oui, puisqu'il a annoncé, donc, et ça a été confirmé par la directrice de la PCH, il a annoncé que les 3 médicaments qu'on avait incriminés dans les ruptures seront disponibles d'ici au 10 octobre. 10 octobre, ouais. D'accord. C'est la vincristine, l'asparaginase, le méthotrexate. Ces médicaments, le drame, c'est qu'ils ne coûtent pas cher.
Qu'est-ce qui explique cette Je sais pas, pénurie? c'est un système d'approvisionnement qui est à On revoir. arrête de les importer? Le système d'approvisionnement est à revoir de fond en comble. Ajouté à ça la pandémie qui a eu son effet sur les transports, notamment aériens ou maritimes, qui peut expliquer aussi cette rupture. On ne produit pas chez nous, on ne produit pas les médicaments anti-cancer. Qu'est-ce qu'on produit ici? Il y a des projets de Frater Razès, qui est le secteur privé. Il y a Saïdal, qui a prévu de produire une vingtaine de médicaments, essentiellement des formes sèches. Il y a une structure du côté d'Oran aussi qui a prévu de produire. Et d'après déclaration du ministre de l'Industrie pharmaceutique, on devrait atteindre 70% de production locale. Par rapport au traitement cancer? Anti-cancéreux. D'accord, 70%. Oui. D'ici? D'ici à début 2022. Les projets, Saïdal m'en avait parlé récemment, sont très avancés. Bon, on est aidé par la Corée du Sud pour Saïdal, et puis il me semble l'Inde pour Frater Razès. D'accord. La pression est toujours importante au niveau du CPMC, professeur Bouzid? Un peu moins quand même. La pression est importante toujours en radiothérapie. Toujours le pour les raisons que je vous ai dites. Les rendez-vous, j'ai vérifié hier, sont à juin 2022. Parce que les appareils ne fonctionnent pas? Les appareils sont en panne, ou ils tombent en panne. Et donc l'explication pourquoi ils sont en panne dans le public et pas dans le privé reste ouverte, puisqu'il y a maintenant 3 accélérateurs. Mais régulièrement, il y a des pannes qui touchent les 3 accélérateurs en même temps. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions? Apparemment, on a tout dit. Très bien. Professeur, très bien. Merci beaucoup et merci à vous, chers confrères. Merci. Monsieur le professeur, oui.